Bienvenue sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie 2017. Professeur Jean-Pierre Pelage, bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue au CHU de Caen. Exactement. Merci d'être sur notre plateau pour parler de la prise en charge des polytraumatisés. On peut peut-être commencer par rappeler quelle est la spécificité avant d'en venir, au diagnostic et à la prise en charge. Oui, tout à fait. Il existe plusieurs définitions du polytraumatisé. Les plus communément admises sont au moins 2 lésions pouvant altérer soit la fonction circulatoire du patient, soit la fonction respiratoire du patient. Et puis une définition alternative encore plus simple, c'est au moins une lésion, quelle que soit sa topographie, qui met en jeu le pronostic vital du patient. Donc on parle aussi bien des accidents de la route, des accidents de scooter, des accidents de ski. Absolument, le terme polytraumatisé recouvre tous les mécanismes, y compris, on en a discuté un peu plus tôt, des victimes d'attentats. Des victimes d'attentats. Alors, comment s'organise, on va dire, le diagnostic ? Alors, le diagnostic, il est essentiel pour optimiser la prise en charge du patient. Donc l'urgence, c'est évidemment un certain nombre de mesures de réanimation qui sont souvent préhospitalières. En France, c'est le SAMU. Et une fois que le patient est arrivé à l'hôpital, il faut un bilan lésionnel le plus précis possible pour guider la prise en charge, soit chirurgicale, soit de radiologie interventionnelle. Alors concrètement, comment ça se passe lorsqu'ils arrivent, dans votre hôpital ? Alors quand le patient arrive, il y a 2 situations principales. La première situation, le patient n'est pas transportable, y compris jusqu'au scanner, qui est en général situé à proximité pourtant. Et dans cette situation-là, c'est vraiment l'équipe de radiologie qui va vers le patient pour un bilan d'imagerie, vous l'imaginez, forcément un peu plus succinct, qui repose sur la réalisation d'une radiographie thoracique. On peut éliminer les principales complications pleurales, parenchymateuses et cardiaques. Une radiographie de bassin, puisque le pronostic il est grandement dépendant de la sévérité des lésions, des fractures du bassin osseux. Et on réalise également ce qu'on appelle une fast écho, qui est un examen échographique très ciblé sur le diagnostic d'une atteinte d'un organe plein, intra-abdominal ou pelvien, et l'existence d'un saignement. Donc ça, c'est la première situation. Le patient n'est pas transportable. Donc déterminer toutes les lésions et les hémorragies internes éventuelles. C'est bien ça, j'ai compris. Exactement. Voilà. La situation un petit peu plus confortable pour l'équipe, c'est lorsque le patient peut venir jusqu'au scanner pour la réalisation de ce qu'on appelle un total body, un scanner corps entier. Évidemment, les performances diagnostiques de cette modalité d'imagerie sont bien supérieures à celles du couple échographie et radiologie conventionnelle. Alors je voudrais qu'on dise un mot sur les conditions des injections des produits de contraste. Alors on travaille tous depuis des années, on traite des sujets jeunes, graves, qui vont être amenés à avoir des examens répétés durant leur prise en charge hospitalière, durant la surveillance. Donc l'idée, c'est de diminuer au maximum le produit de contraste qu'on injecte et également de diminuer au maximum la dose d'irradiation, puisque le scanner délivre bien sûr des rayons X. Durant les sessions des Journées françaises de radiologie, plusieurs équipes ont rapporté des résultats permettant d'optimiser les protocoles d'acquisition. On arrive à diminuer la dose d'irradiation de 30-40%. Également, une des astuces d'injection de produits de contraste pour minimiser à la fois l'irradiation et l'injection. Le double intérêt, je dirais, de ces protocoles express, c'est de réduire au maximum le temps que le patient passe sur la table de scanner. Et des équipes ont montré qu'on pouvait gagner une dizaine de minutes grâce à ces protocoles express spécifiquement développés pour la prise en charge des polytraumatisés. Alors, professeur Pelage, lorsque le diagnostic a été établi, votre rôle ne s'arrête pas là, bien évidemment. Non, et c'est l'intérêt, vous l'avez vu, de la radiologie depuis quelques années, c'est de prendre en considération ces 2 spécificités qui sont le diagnostic, c'est ce qu'on connaît tous, mais également la radiologie thérapeutique, donc la radiologie interventionnelle, qui a un rôle tout à fait essentiel dans la prise en charge des polytraumatisés. Parce qu'on le rappelle, les premières minutes sont essentielles. Oui, la mortalité peut atteindre 50% durant la première heure, donc c'est vraiment une prise en charge urgentissime, à la fois sur le versant diagnostic et sur le recours à des thérapeutiques soit chirurgicales, soit de radiologie interventionnelle. Voilà, on va y venir. Alors, dites-nous comment ça se passe après, au niveau de la prise en charge interventionnelle. Alors, en fonction du bilan, il y a aujourd'hui un grand nombre de situations de lésions d'organes pleins ou de lésions osseuses ou vasculaires
qui sont aujourd'hui traités dans toutes les recommandations internationales par radiologie interventionnelle comme alternative à la chirurgie, qui est considérée comme beaucoup plus risquée dans ce contexte. Je peux prendre quelques exemples. Au niveau de l'aorte thoracique, qui est fréquemment atteinte chez des patients qui présentent un accident de la voie publique à haute vitesse, par un phénomène de décélération, on peut avoir de véritables arrachements d'une partie de l'aorte thoracique. Le traitement de référence aujourd'hui, c'est la mise en place d'un stent par voie endovasculaire. Au niveau abdominal, lorsqu'il existe des fractures du rein, de la rate, du foie, là encore, selon le grade d'atteinte de ces organes, le traitement de référence, c'est le traitement percutané par radiologie interventionnelle, par ce qu'on appelle l'embolisation artérielle. Et enfin, au niveau du bassin, même chez un patient qui présente des fractures multiples, s'il est instable, s'il existe des hémorragies importantes, la première étape de sa prise en charge, ce n'est pas la consolidation osseuse, l'ostéosynthèse par l'équipe d'orthopédie, c'est l'embolisation pelvienne, artérielle, pour stabiliser son état hémodynamique. Donc vraiment, un rôle essentiel en première ligne de la radiologie interventionnelle. Voilà, et un travail en équipe avec les chirurgiens? Un travail en équipe, la prise en charge initiale, anesthésiste, réanimation, une prise en charge avec nos collègues de radiologie diagnostique, et puis ensuite les équipes de chirurgie orthopédique, viscérale, vasculaire, cardiaque, et l'équipe de radiologie interventionnelle, donc du vrai pluridisciplinaire. Alors, en conclusion, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, professeur ? Je crois qu'aujourd'hui, l'amélioration de la qualité de prise en charge des patients polytraumatisés a conduit à la mise en place de labels, qu'on appelle dans les pays anglo-saxons des trauma centers. Il a été démontré que ces organisations qu'on vient de détailler, où chaque acteur prend une place bien précise, permettent d'améliorer la mortalité, et on atteint dans certains cas 25 à 30% de gains de survie grâce à ces organisations très, très rigoureuses, pluridisciplinaires. Et vous avez pu échanger avec vos confrères ici au JFR? Absolument, c'est un sujet qui reste d'actualité parce que ça reste, quelle que soit la taille de l'établissement, une population de malades qui fait peur à nos collègues qui font de la radiologie générale, parce qu'il faut un protocole optimisé, rapide, il faut un diagnostic lésionnel, là encore, extrêmement rapide. Donc, même nos collègues les plus aguerris profitent des JFR pour échanger, prendre connaissance, je dirais, des améliorations sur le plan des protocoles de réalisation, des lectures d'examens en coupe, et les différentes sessions consacrées aux polytraumatisés durant ces journées ont fait le plein. On a refusé du monde, et le comité d'organisation a même dû installer des moniteurs de rappel à l'extérieur des salles, tellement ce thème reste vraiment, et hélas, d'actualité. Et d'ailleurs, professeur, je ne vous ai pas demandé le nombre de polytraumatisés qui arrivent, j'allais dire, chaque année dans les services. On a une idée? Je n'ai pas d'idée précise, le recensement est difficile. Je peux vous donner l'exemple de notre centre. On est CHU de recours, le seul CHU de Basse-Normandie, et on a une quasi-exclusivité dans la prise en charge des polytraumatisés. On en a entre 5 et 10 par jour, avec des degrés de sévérité évidemment très variables. C'est beaucoup. On est entouré d'autoroutes, on a beaucoup de sports un peu extrêmes, de kitesurfers. On a des conditions, hélas, qui se prêtent bien à recevoir des accidentés polytraumatisés. Et vous, comment vous voyez l'avenir des radiologues ? Il est à la fois radieux et source d'inquiétude. Radieux sur la place essentielle maintenant de la radiologie, à la fois en diagnostic et en thérapeutique. Une petite lueur d'inquiétude, c'est que les progrès tout à fait spectaculaires de l'imagerie attisent les convoitises d'autres spécialités, et que le radiologue est menacé dans son exercice par l'envie des autres spécialistes de pouvoir bénéficier des mêmes outils pour leur activité quotidienne. Et puis la dernière source d'inquiétude qui a fait l'objet de plusieurs sessions ici, c'est évidemment l'intelligence artificielle, les logiciels d'aide au diagnostic, et potentiellement le rôle de plus en plus marginal du radiologue, en tout cas dans les examens diagnostiques. Mais encore une fois, on est très innovant, très dynamique. On ne remplacera jamais la machine. On peut l'espérer. Ça, de toute façon, de ce côté-là, on peut être tranquille quand même. En radiologie interventionnelle, c'est sûr, il faudra toujours un homme au bout du cathéter. Voilà. Merci beaucoup, professeur, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous.